Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Bonjour à tous. Donc, Ismail Cherkaoui, cofondateur de la société Hub Advisor, et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir, le très grand honneur de recevoir Noël Cavalier. Merci Ismaël, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Très bien, donc aujourd'hui on va vous parler d'une tendance prometteuse. On va utiliser des termes encore une fois assez conservateurs. On va pas utiliser le terme révolutionnaire, mais on va utiliser le terme prometteuse. On va vous parler de la data mesh. Bien, mais allons-y. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour passer un moment pour essayer d'éclairer un peu ce concept, un peu plus qu'en concept maintenant, de data mesh, qui est encore, je crois, assez flou pour pas mal de monde et voir ce qui justement commence à se faire dans ce domaine-là. Donc, moi, je vous ferai partager à la fois ce que j'ai pu faire et ce que j'ai vu autour de ce sujet. Donc, un mot de présentation, Cavalier, ça on l'a dit. Donc, je suis aujourd'hui consultant indépendant, mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le groupe Stellantis. Stellantis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fusion du groupe automobile PSA, Peugeot Citroën Opel, avec d'autres groupes automobiles, Fiat Chrysler. Donc, ça a donné lieu à la création de ce grand groupe mondial. Et donc, dans ce groupe, moi, j'étais le responsable le chief architect. Action informatique. Donc, en charge de construire une architecture d'entreprise, en particulier au plan technique, et donc confronté à cette question-là, entre autres. J'étais aussi, il y a une filière d'expertise dans le groupe Stellantis, donc j'étais aussi un des 25 experts du groupe Stellantis. Sur les 25, il y avait 23 qui sont des experts de l'automobile, du produit automobile, et 2 experts de l'IT qu'on est arrivé à faire rentrer dans ce petit cercle. Donc, j'étais l'un des deux. Et donc j'ai quitté le groupe il y a quelques mois maintenant. C'est encore tout récent. Je suis également engagé dans une association que sans doute certains connaissent ici, qui est le CRIP, le Club des responsables d'infrastructure et de production. Bon, et puis j'ai aussi quelques activités non IT à côté qui sont mentionnées ici. Mais c'est pas le but aujourd'hui de développer tout ça. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, je prends quand même la précaution de vous le redire. Je vais aborder le data mesh sous un angle essentiellement d'architecture. C'est mon métier, c'est mon savoir-faire. Il y a plusieurs façons de parler du data mesh. On peut plus focaliser sur la gouvernance de la donnée, plutôt sur l'architecture. Je vais être un peu plus focalisé sur les questions d'architecture, ce qui n'exclut pas les autres, bien évidemment. Alors, je crois que pour commencer, on est un peu dans une histoire de poulet d'œuf, comme vous pouvez le voir ici, à savoir, est-ce que le data mesh, c'est le nouveau must-have de l'IT, la nouvelle architecture magique qui va remplacer les anciennes et plein de nouveaux services, là où les anciennes commençaient à connaître leurs limites. En particulier, les limites, c'est celle du big data, c'est-à-dire quelque chose de très, très gros et très centralisé. Et quand on commence à percevoir les limites, j'y reviendrai. Donc, est-ce que c'est ce nouveau concept et il faut y aller parce que le salut passe par là, ou bien est-ce que c'est aussi la prise en compte d'une certaine manière de la réalité et la réalité, c'est celle d'un monde distribué aujourd'hui, en particulier la data n'est plus complètement centralisée, et donc il y a une réalité qui s'impose aussi à nous, qui est la réalité d'un monde décentralisé, d'un monde distribué. Donc, il ne s'agit pas forcément de le construire a priori de manière décentralisée, il s'agit aussi de prendre en compte le fait qu'il l'est déjà d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je parle de poulet d'œuf. Cette décentralisation, elle est à la fois ce qu'on recherche en termes de bonne architecture et de management, mais c'est aussi déjà une réalité aujourd'hui qu'il faut prendre en compte.
Donc, cela dit, on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans un processus complètement subi où il y aurait à l'inverse un monde qui s'impose à nous et dont il faut qu'on essaye de se débrouiller. Il faut vraiment qu'on arrive à construire une architecture en prenant en compte cet aspect distribué et en prenant en compte aussi les nouveaux besoins des métiers. Ça, on aura l'occasion de. Donc, voilà un peu pour planter le décor. Et je le ferai, moi, de manière... si vous voulez, mon ADN, c'est pas le concept, c'est pas la théorie, c'est le pragmatisme, c'est la vraie vie, c'est des choses réelles. Je crois qu'on partage ça avec Ismaël aussi. Donc, il vaut mieux... Moi, j'ai un slogan que je développe souvent, c'est « Il vaut mieux parler de ce qui se fait que de parler de ce qui se dit ». Donc, on va essayer de parler de ce qui se fait. Donc, voilà un peu pour le lancement de la question. Alors, on est aujourd'hui devant une nécessité, en termes d'architecture data en particulier, une nécessité de changement. Alors, pourquoi il faut changer et quelle est cette nouvelle réalité ? Je crois que la plupart des entreprises ont mis en place un modèle de traitement de données avec les plateformes qui vont avec, qui sont essentiellement centralisées. Donc, on a beaucoup parlé de data-centric architecture, data-centric system information system, etc. Et donc, on a construit ces systèmes très centralisés parce que ça permettait justement d'adresser un premier challenge qui est arrivé dans les années récentes, qui est celui de commencer à vouloir combiner des données d'origine différentes. Je vais vous donner un exemple qui me vient de mon passé automobile. Quand vous avez une voiture, vous êtes possesseur d'une voiture, vous avez un incident. La voiture est encore sous garantie. Qu'est-ce que vous faites ? Vous remontez l'incident au constructeur qui, si effectivement on reconnaît que c'est un visite de conception ou de fabrication, fait jouer la garantie et vous rembourse. Eh bien, à un moment donné, les gens du groupe se sont dit, parce que la garantie, ça coûte cher, ce serait quand même bien, quand on a une remontée d'incidents comme ça à garantie, qu'on puisse savoir si au moment où cette voiture a été fabriquée, il s'est passé quelque chose, ou en tout cas dans les conditions de fabrication du moment, il y avait quelque chose qui aurait pu laisser prévoir l'incident. Et donc là, on se retrouve effectivement avec... Donc cet exemple est typique de ce qu'on rencontre aujourd'hui dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Vous avez des domaines qui étaient complètement silotés, à savoir la production d'un côté et puis la prévente de l'autre, il s'agit de ça, qui aujourd'hui ont besoin de se parler pour savoir si au moment de la production, on pouvait anticiper des incidents et donc éviter des coûts d'après-vente. Eh bien ça a été une des justifications à construire ces grands ensembles de données, ces data lakes, ces ensembles très centralisés, parce que justement, le fait que les données soient au même endroit permettait d'envisager ces traitements croisés à coût d'intelligence artificielle, etc., etc. Bon, et aujourd'hui, on arrive à la limite un peu de ce modèle-là, parce qu'il y a un certain nombre d'autres réalités qui arrivent et qui viennent un peu casser ce modèle-là. On va voir sur le slide suivant. Donc voilà un exemple, donc c'est un exemple très générique, si je suis reparti d'un schéma que j'ai utilisé souvent, mais qui est très générique. Donc on trouve à peu près ça dans toutes les entreprises, c'est-à-dire que vous avez de multiples sources de données à gauche, ça peut être les systèmes d'information classiques, bien entendu, mais aussi tous les objets connectés, des équipements industriels, des robots, des choses comme ça. Tous les objets parlent aujourd'hui, ils envoient de la donnée. Toute cette donnée, les réseaux sociaux, bien entendu, Internet, toutes ces sources de données diverses, eh bien, on les collecte et on les processe dans cette espèce de plateforme centralisée. Et puis ensuite, on les met à disposition des gens qui vont l'utiliser, qui peuvent être le grand public, qui peuvent être des data scientists, qui peuvent être les métiers eux-mêmes, et même en les métiers eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu le modèle architectural de ce qu'on a mis en place les uns et les autres jusqu'à aujourd'hui. Bien souvent à base d'architecture Hadoop, pour les aspects big data, qui pouvaient être complétés par des outils plus spécifiques de log processing, par exemple. Les uns étant plus spécialisés pour traiter de la donnée, je n'ose pas dire non structurée, parce que la donnée est quand même souvent structurée, mais elle est plutôt atomique que non structurée. Et alors que ce qu'on trouve dans les systèmes d'information, c'est quelque chose qui est non seulement structuré, mais qui est déjà agrégé. En tout cas, c'est de l'information agrégée, c'est pas de l'information. En tout cas, tout ça est dans la plateforme, et c'est tout ça qu'il faut traiter avec différents outils, différents systèmes, et donc de manière privilégiée les outils du big data. Et puis bien évidemment, on a vu arriver dans les dernières périodes aussi un versant un peu laboratoire de tout ça, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des data scientists qui ont besoin de mettre au point les algorithmes intelligents à partir de toutes ces données avant de les rendre plus opérationnels. Donc voilà un peu le modèle
de ce qui a été construit jusque-là. Et aujourd'hui, maintenant, on est face à un mouvement qui est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est plutôt centripète, c'est-à-dire qui voudrait que l'on concentre la donnée au même endroit parce que justement, c'est plus facile de croiser des données quand elles sont voisines et quand elles sont proches. Mais il y a un mouvement inverse qui fait sortir la donnée de la boîte, si vous voulez, pour reprendre l'image, et qui la disperse, qui la distribue, et qui vient en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie du mouvement vers le cloud que les entreprises aujourd'hui sont engagées, et même très engagées. Il y a eu toute une période où le cloud était un peu suspect, sulfureux, on dit oh là là, le cloud c'est dangereux, il y a problème de sécurité, on va l'utiliser mais pour des choses pas importantes. Même plus du tout là, il y a vraiment des systèmes stratégiques qui sont dans le cloud, c'est un problème. Donc on a ce phénomène inverse du précédent qui va avoir tendance à faire sortir, à distribuer la donnée, à éclater, j'ai envie de dire presque, la donnée à travers différents environnements qui sont des environnements on-prem bien sûr, mais aussi des environnements cloud public et multi-cloud public, puisqu'il y a plusieurs providers. Et qu'en général, les entreprises ne mettent pas leurs œufs dans le même panier communément. Et donc vous avez un système d'information qui va avoir tendance à vouloir se répartir sur différents environnements. Et donc on va à l'inverse de ce souci de centralisation. Donc, on est un peu là au cœur du difficulté qui se pose à nous. Alors, évidemment, avec cette notion de distribution, d'hybridation même, puisqu'on a vu qu'il y a un certain nombre de parties du système d'information qui restent on-prem et puis d'autres qui vont aller se loger dans le cloud. Donc, c'est ça que je mets moi derrière la notion d'hybridation. On a affaire à quelque chose qui devient très complexe à construire, à gérer de bout en bout, et qui présente un certain nombre de risques. En gros, il y a deux grands types de risques. Il y a un risque concernant le modèle de données, la gouvernance de la donnée, qui a un risque de perte de cohérence. Quand la donnée, on imagine bien quand la donnée est centralisée quelque part, on la connaît, on la maîtrise, on sait où elle est, on sait quel format elle est, et là, et on est capable de l'utiliser. Quand elle commence à être répartie un peu partout, dans les clouds publics, en interne, quand je dis cloud public, je parlerai du SaaS un peu plus tard, mais qui est encore le niveau extrême. Mais on a une donnée qui commence à être distante et qu'on ne maîtrise plus forcément, à savoir que même arrivé qu'on ne sait même pas qu'elle existe. Parce que le phénomène, c'est que non seulement on envoie nos données, les entreprises envoient leurs données vers le cloud, mais c'est qu'à partir du moment où il y a des données dans le cloud, il se crée de nouvelles données. Et donc ces nouvelles données, il faut savoir qu'elles se sont créées. Il faut savoir qu'elles existent, il faut être capable de les connaître, de les identifier pour être capable de les utiliser. Donc on a un risque important de perte de cohérence de ce modèle distribué, réparti. Ça, c'est le risque, je dirais, plutôt data governance, puis un risque technique, tout simplement aussi. C'est qu'à partir du moment où nos architectures sont distribuées, alors c'est un peu une banalité que je vous dis, mais c'est une banalité qui devient aujourd'hui notre quotidien. On a tous les problèmes inhérents à la distribution, parce que les clouds publics, ils sont un peu partout dans le monde. C'est même d'ailleurs un de leurs points forts. C'est pour ça qu'on les utilise aussi, c'est parce que ça permet d'avoir des plateformes à n'importe quel endroit de la planète. Mais du coup, on hérite des problèmes de distance entre les données. Quand vous voulez croiser des données dont l'une est à Singapour et l'autre à Paris, ça peut être plus compliqué que quand elles étaient dans le même système Big Data. Il y a des problèmes de distance et donc le problème de latence qui vont avec, sans parler même des problèmes de sécurité. Et donc on entrevoit, on aura l'occasion de revenir, je pense, on entrevoit que derrière ça, si on veut que ça fonctionne, parce que le risque, là, c'est un risque de viabilité technique. Si on veut que ça fonctionne, il y a peut-être un prix à payer qui passe par un certain niveau de réplication de la donnée, avec là aussi des problèmes de cohérence que ça peut poser. Voilà, donc ça c'était une introduction peut-être un peu longue, mais pour vous dire d'où vient le problème et en quoi le data mesh, quel est le problème qu'il a affronté et dans quel paysage il faut qu'il apporte ces solutions. Donc je réinsiste pour dire que finalement le besoin, qui est d'abord un besoin business, on ne fait pas tout ça juste pour de la technique, le besoin business, c'est d'avoir une vision business consolidée, unifiée de la donnée, où qu'elle soit. Et on sait aujourd'hui qu'elle est distribuée dans les clouds, on-prem, etc. Donc le premier besoin, c'est les besoins des métiers qui sont de
d'avoir cette vision consolidée de la donnée, encore une fois, où qu'elle se trouve. Donc, on est bien en train de servir un besoin business, mais dans un monde qui est distribué, qui est décentralisé. Ça, finalement le challenge, c'est celui-là. C'est comment donner une vue unifiée de ce monde distribué. Et donc, en gros, ça tourne autour de 3 grands axes de préoccupation. Il y a un axe gouvernance de la donnée. Il y a un axe architecture. Quelle architecture il faut construire pour adresser ce problème? Et puis, il y a un axe technologique que j'ai déjà un peu évoqué en termes de faisabilité, de viabilité et technique et économique. Voilà un peu la pose du décor, la pose du problème. Et puis, on va rentrer dans chacun des 3 axes pour voir un peu ce qui se fait aujourd'hui et là où il reste des questions, et il en reste. Parfait. Donc, on va continuer. Alors, premier axe, c'est celui de la gouvernance de la donnée. Donc, il est question principalement de modélisation des données, de recensement, de connaissance de la donnée à travers le catalogue et de gouvernance de tout cet ensemble-là. Alors, encore une fois, pour bien insister sur le fait qu'on n'est pas simplement en train de subir un monde décentralisé du fait du cloud, mais qu'il y a aussi une volonté de décentraliser la gestion et l'usage de la donnée. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un mot qui revient souvent, et peut-être dans l'entreprise à vous aussi, qui est le mot démocratisation de la donnée. Ça, c'est un mot business, c'est pas un mot technique. Donc, qu'est-ce qu'on veut par là? C'est qu'on veut d'abord... Alors, souvent, ça fait allusion à l'usage de la donnée, cette notion de démocratisation. C'est-à-dire qu'on veut que l'usage de la donnée, la production de résultats avec la donnée, la production de valeur ajoutée avec la donnée ne soit pas le fait de quelques sachants qui ont souvent été dans les directions informatiques ou chez les data scientists aujourd'hui, mais c'est quand même des sachants très pointus et en très petit nombre. Donc, il y a une volonté des entreprises qui est que, justement, l'usage de la donnée soit démocratisé, c'est-à-dire remise entre les mains du plus grand nombre dans les business lines pour qu'elles produisent elles-mêmes leur valeur ajoutée, leur KPI, leur report, etc., à partir de la donnée. Donc, souvent, quand on parle de démocratisation, on parle d'abord de ça. Mais il y a aussi des entreprises, et il n'y a pas longtemps encore, qui vont plus loin que ça et qui envisagent aussi la démocratisation sous l'angle de la maîtrise par les business lines de la production de la mise à disposition de la donnée. Donc, ce mouvement de décentralisation, encore une fois, il n'est pas que subi à cause du cloud, il est aussi voulu dans un certain nombre d'entreprises pour délocaliser, décentraliser la gestion et l'usage de la donnée pour que ne reste pas entre les mains de quelques sachants, ce qui n'est pas simplement une question de volonté, c'est une question simplement mais on n'y arrive plus, quoi. Les sachants en question, ils sont débordés par les métiers, parce que besoin de traitement de la donnée. Enfin, vous savez tous qu'aujourd'hui, on a un nouveau type de projet. Après avoir, pendant des décennies, informatisé, réinformatisé plusieurs fois les processus de l'entreprise, aujourd'hui, on a un nouveau type de projet, qui sont les projets data, où on a une montagne de données devant nous, et il faut en tirer quelque chose en termes de service aux clients, en termes de valeur ajoutée, en termes de valeur, avec des outils qui aussi sont nouveaux, qui sont en même temps les outils de l'intelligence artificielle, de la BI. C'est ça qu'on veut maintenant remettre entre les mains du plus grand nombre. Donc, encore une fois, ce mouvement de décentralisation, il est largement business. C'est pour ça que tout le monde insiste aujourd'hui sur les gens qui se lancent là-dedans, sur l'importance que cette affaire de modélisation et de catalogue de la donnée soit entre les mains des businessmen. Ce ne soit pas une affaire de l'IT uniquement, mais que les métiers soient non seulement impliqués, mais même maîtres d'œuvre, pilotes de la mise en place de ces moyens-là, modélisation des domaines, de données, avec des approches qui sont, en tout cas c'est ce que je constate, souvent les mêmes. Il faut chaque domaine de production en général. Alors les domaines peuvent être soit calqués sur l'organisation, c'est-à-dire que chaque morceau de l'organisation va gérer son données, ou ils peuvent être aussi calqués sur un phénomène de production-consommation. Vous allez avoir les producteurs d'un ensemble de données qui vont s'occuper de les modéliser. Donc ça il n'y a pas de vérité, enfin ça dépend des entreprises. Ce qui est important, c'est que vraiment les métiers soient très impliqués là-dedans, que ce soit eux qui soient à la manœuvre. Et puis là aussi, ce qui est important, enfin ce que j'ai noté à plusieurs reprises, c'est d'être raisonnable, de partir, enfin de manager un nombre d'objets business en nombre raisonnable si on veut que ça reste gérable. Donc c'est pas des milliers,
c'est pas forcément des centaines non plus, mais c'est un nombre raisonnable. La notion de catalogue de données, elle est fondamentale aussi, puisque c'est ça qui va permettre de... Alors d'abord, c'est un excellent moyen, le catalogage de la donnée, d'augmenter le niveau de connaissance, de compréhension de la donnée dans l'entreprise et particulièrement dans les métiers. Ça permet aussi d'adresser, souvent les catalogues, ils ont une raison d'être, on comprend bien, mais ils en ont une supplémentaire qui est arrivée ces dernières années avec la RGPD. Et donc la nécessité de savoir effectivement quelles sont les données qu'on met à disposition, avec quel droit ou quel non-droit, en tout cas de bien maîtriser l'aspect de mise à disposition des données qui peuvent être à caractère personnel. Donc ça a renforcé le besoin de connaître la donnée, de la cataloguer avec ses attributs, son niveau de sensibilité, et tout ça en lien avec les sources de données, puisque les principaux outils de catalogue de données partent de la donnée qui existe, s'appuient sur l'existant et pas simplement une modélisation complètement conceptuelle telle qu'elle a pu être faite dans les années précédentes. Sur les outils, certains relèvent, mais ça c'est classique, c'est pas propre à catalogue. Petit silence, faut faire attention de ne pas être trop loqué à un vendeur. Le locking provenant en général du modèle de données qui est dans l'outil de catalogue. Il peut y avoir des modèles de données qui sont assez puissants mais spécifiques, par exemple ceux qui sont basés sur des notions d'ontologie. L'ontologie, c'est ce qui me permet de relier des données à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que si je suis le fils de Paul et que Paul est le fils de Pierre, alors on peut intuiter que je suis le petit-fils de Pierre. Donc c'est ce genre de choses, l'ontologie. Et donc vous avez des modèles de données qui implémentent ça, mais duquel vous pouvez rester prisonnier le jour où vous l'immigrez, ne serait-ce que changer d'outil ou simplement changer d'architecture. Et en termes de gouvernance, ce qu'on voit là, le challenge est important parce qu'il faut quand même, on est dans un mode décentralisé, mais il faut en garder une vue unifiée, en tout cas une gouvernance centralisée. C'est un peu le leitmotiv finalement de la présentation. C'est ce compromis pas forcément facile à trouver, ni au plan de la gouvernance, ni au plan technique, entre un monde décentralisé et la nécessité d'avoir une vue et une gestion unifiée. Donc la plupart du temps, on a des équipes qui sont mises en place pour assurer cette gouvernance, des équipes qui là aussi, bien évidemment, font une large part au métier. Parce qu'encore une fois, la donnée, c'est leur donnée, c'est eux qui la produisent, c'est eux qui la mettent à disposition, c'est eux qui la consomment. Et donc, c'est d'abord un problème business. Donc, voilà un peu l'aspect gouvernance. Sur les questions d'architecture, alors, donc c'est un schéma, encore une fois, très générique, très général, donc on n'allait pas chercher des architectures très précises au plan technique. C'est simplement pour vous montrer un peu à quoi on va faire. Donc, on a affaire à dans du slide, des données qui sont une fois réparties, localisées dans plusieurs types d'environnements, cloud public, cloud privé, on-prem, environnement pour rien à voir avec les concepts du cloud d'ailleurs, legacy. Et puis vous avez en haut tout un tas de consommateurs de ces données-là, sous forme de services, sous forme d'API, sous forme un peu plus élaborée avec des outils d'intelligence artificielle ou de data science, etc. Il y a un besoin de monitorer tout ça. Donc ce schéma, il se place dans la configuration la plus complexe, qui est celle où vous avez à la fois une donnée qui est décentralisée, c'est-à-dire qui est répartie dans plusieurs types d'environnements. Je dis ça parce que j'ai rencontré cette semaine encore une entreprise qui était très avancée dans le data mesh, mais qui avait la chance d'être encore dans un domaine dans un environnement assez centralisé, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur un problème business qui restait assez centralisé, donc il n'y avait pas forcément affaire à cette notion de décentralisation. Donc ils pouvaient se focaliser plus sur l'aspect modélisation et sur l'aspect démocratisation de la donnée au sein des lignes business, sans avoir encore pour l'instant affaire au cloud. Mais de toute façon, ce mouvement cloud qui va répartir les données un peu partout, il est assez inéluctable. Pas encore une fois pour des raisons techniques, c'est pas parce que les gens de l'IT aiment bien le cloud et que ça coûte moins cher, ce qui reste à démontrer. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'on va dans le cloud et de moins en moins, on va de plus en plus dans le cloud parce qu'on y trouve de la réactivité, du time to market, et on y trouve des fonctions, des fonctions IT, et en particulier les plus avancées, toutes celles qui sont liées aux manipulations de la data, à l'intelligence artificielle. Tout ça est disponible dans le cloud, chez les grands cloud providers, et en général ne l'est pas on-prem. Donc c'est là aussi d'abord des raisons business qui font qu'on est
Donc là, je me place dans le cas le plus complexe, où on a cette distribution de la donnée sur plusieurs types d'environnements, et donc avec un challenge qui est de construire au milieu du slide une vue, cette fameuse vue consolidée de tous ces ensembles de données hétérogènes et distants, qui permettent d'avoir justement une vue unifiée, consolidée, pour pouvoir effectivement consommer cette donnée et surtout croiser des données de domaines différents. Donc là, quand je dis que je me place dans le plan plus complexe, c'est que j'ai à la fois la distribution des données, mais j'ai à la fois aussi la volonté de croiser des données, de déciloter des données, de croiser des données de domaines. Donc le challenge, il est de construire ce qui se trouve au milieu là avec le panneau chantier, là, parce que justement, c'est ça qu'il faut construire. Et on va voir qu'il y a plusieurs solutions techniques, solutions d'architecture aujourd'hui qui se présentent, qui ne sont pas exclusives les unes des autres d'ailleurs. Elles peuvent et elles vont cohabiter ensemble en fonction des besoins des entreprises et qu'on va regarder rapidement par la suite. Parfait. Peut-être, excuse-moi Noël, on marque une petite pause. Peut-être avant de poursuivre, pour toi, alors, le data mesh, c'est une question un petit peu piège. Mais donc, c'est quoi? C'est un ensemble de choses, c'est une techno, c'est une approche, c'est une architecture? Je crois que c'est une architecture décentralisée. D'accord. Avec donc des domaines de données qui sont, on va dire, maîtres de la conception, de la modélisation, de la production et de la consommation des données, qui peut résulter d'une volonté de décentraliser, de démocratiser ces données. Donc là, encore une fois, c'est très variable selon l'entreprise. Il y en a qui ont une culture très centralisée, d'autres qui ont depuis toujours une culture très décentralisée. Donc c'est un modèle de données, un modèle d'architecture qui est basé sur cette notion de décentralisation, qui est plus ou moins voulu et plus ou moins subi. C'est-à-dire qu'on a, la vie est comme ça, on subit une partie des choses et on construit une partie de maîtrise d'une autre partie des choses. Donc, le curseur n'est pas au même endroit chez tout le monde, mais c'est ce modèle architectural qui permet d'évoluer, de construire un monde, en tout cas, c'est le monde, s'adapter à un monde décentralisé, en particulier au niveau de la donnée. Et donc après, derrière, c'est des solutions techniques pour le faire. C'est d'abord un besoin business et technico-business de décentraliser les choses. D'abord business quand même. Tout en faisant face à une réalité qui, de toute façon, qu'on l'ait voulu ou qu'on l'ait pas voulu, ou qu'on l'ait piloté ou qu'on l'ait pas encore piloté jusqu'à aujourd'hui, a déjà engagé un certain niveau de décentralisation. Donc il s'agit de construire une architecture. C'est ça, le data mesh pour moi. Hein. Alors, je suis très modeste en disant ça parce que comme c'est quelque chose d'assez récent, je dirais 80% des gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire. On a vu arriver ce mot récemment. Et puis, les 20% autres n'y mettent pas forcément exactement la même chose derrière. Mais enfin, les points communs qu'on retrouve quand même, c'est cette notion de décentralisation, qu'elle soit subie ou qu'elle soit voulue, ou en général un peu des deux, avec un type d'architecture qui va avec, une gouvernance nécessaire qui va avec aussi, et avec des solutions techniques qui rendent la chose possible. Parce qu'on dit qu'on parle de ce qui se fait et pas de ce qui se dit, c'est facile d'imaginer un concept d'architecture décentralisée. Après, il faut la construire, et pour la construire, il faut des technologies qui permettent de le faire. Et là, bon, c'est un vieux problème de l'IT, hein, il y a toujours un niveau de maturité des choses. Les choses sont au départ non matures, puis après elles sont matures pour un certain périmètre, puis elles deviennent matures pour l'ensemble du périmètre, ou alors tout s'écroule parce que c'est qu'un concept. Mais là, je pense qu'on a quand même, avec cette notion de décentralisation, à faire un vrai sujet. C'est pas imaginaire, ça existe vraiment. Parfait. Bah, d'abord, je remercie Red pour ces questions dans le chat. On va y répondre sur la mise en place du data mesh et qui en sont les acteurs clés et qui doit être à l'initiative de ce type de projet. Mais je vais laisser Noël dérouler les quelques slides. On prendra la question par la fois. Donc, je comprends. On a parlé d'architecture, on a parlé de gouvernance aussi. Et là, on aborde le volet technologique et se dire comment on arrive à le mener concrètement et par quel outil. Voilà, donc je vais essayer de vous donner simplement un éclairage sur les solutions possibles, parce qu'encore une fois, tout ça est bien joli, mais si on n'est pas capable de l'implémenter, ça restera un pur concept qui ne servira pas à grand-chose. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir
qui est mis à nos dispositions pour faire face à cette question de décentralisation des données. C'est au moins trois types de solutions, peut-être plus, mais au moins trois. La première, c'est la notion de chacune, la notion de virtualisation. Donc, créer une espèce de métamodèle, un environnement virtuel qui va adresser les vraies données sources, qui permettent d'en donner une vue unifiée. Vous avez une autre approche qui existe aussi, qui consiste à dire bon, la donnée est décentralisée, très bien, dans Tact. On n'arrivera plus à la recentraliser dans un beau data lake, dans un beau big data bien et qui est très pratique. Donc, il faut mettre l'accent sur les moyens de transport. La donnée est décentralisée, elle est là où elle est. Il faut se mettre en état de pouvoir l'amener là où elle doit être traitée le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc là, on va plutôt focaliser sur les autoroutes et sur les moyens de transport de la donnée là où on a besoin de la traiter. C'est une autre approche axée sur le transport des données. Et puis, vous avez une nouvelle approche encore, une troisième approche, qui est celle qui est un peu l'image que je représentais tout à l'heure sur le slide précédent, de construire par-dessus les environnements physiques existants, qu'ils soient en on-prem ou dans le cloud, une espèce de surensemble qui généralement va être lui-même localisé dans le cloud, mais qui va donner justement cette vue unifiée. Donc, souvent, on entend parler de data warehouse dans le cloud, lakehouse. Enfin, là aussi, on est à faire des mots un peu à la mode. On va essayer de dire ce qu'il y a derrière, mais bon, il y a peut-être, bien évidemment, encore d'autres types de solutions, mais on tombe fréquemment sur ces trois-là. Et encore une fois, elles ne sont pas exclusives. Par expérience, je vous dirais, elles ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre. Alors, si on veut dire un mot déjà de la notion de virtualisation sur le slide suivant. Voilà. Donc, la virtualisation, c'est quoi? Vous avez des sources de données qui sont là où elles sont. Dans différents environnements, on-prem, cloud. Si vous avez je parle là d'expérience, quand vous avez une fusion importante, comme c'est la commune groupe Stellantis, entre PSA d'un côté et FCA de l'autre, vous avez deux systèmes d'information, au moins deux systèmes d'information qui se marient, donc avec des données qui sont des deux côtés, pas avec la même forme, pas avec la même définition. On parle de vente de voitures chez Fiat, Chrysler et chez PSA, mais les systèmes ne sont pas les mêmes, etc. Et sont pas vraiment bons. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est complètement décentralisé et sur la forme et sur la localisation. Et donc les notions de virtualisation visent à construire une couche entre les données sources et les consommateurs qui vont donner une vue unique de la donnée. Donc c'est la notion un peu de métadonnées, si vous voulez. Et les métadonnées pointant elles-mêmes sur les données sources pour être capable d'aller les rechercher au moment où on va les traiter. Donc typiquement, j'ai donné des exemples ici. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit en termes de solutions techniques. Je vous donne des exemples connus de types de solutions pour simplement manger et vous renvoyer à des choses que vous avez sans doute déjà croisées. Des solutions comme Denobo ou Stipro fournissent ce genre de solutions. Ce qu'on peut, là aussi par expérience, ce qu'on constate souvent, c'est que c'est un type de solution qui est plutôt bien adapté à la notion de KPI ou tableau de bord reporting, c'est-à-dire des volumes peu importants et vraiment la mise à disposition de tableau de bord. Toujours pour rester dans la prédilection qui est l'automobile, et l'exemple que j'ai cité, le jour où Fiat Chrysler et PSA ont fusionné, la première chose qu'a demandé le board, c'est de pouvoir avoir une vue consolidée des ventes. Pareil, relativement légitime. Et bien, typiquement, donc, on a affaire à un tableau de bord, c'est quelque chose qui tient sur une base de 2 pages. Et donc, typiquement, c'est le cas d'usage qui est bien adapté à ce genre de solution, puisque on définit on définit dans le métamodèle des données dont on a besoin, à savoir les notions de vente. On est capable de les requêter avec des outils de reporting, Business Object ou autres, Power BI, ça, tout ce que vous connaissez bien dans ce domaine-là. Et derrière, le métamodèle pointe vers les données sources qu'on va chercher au moment où on en a besoin. Ça, c'est viable, je dis parce que j'ai pu l'expérimenter, sur ce type de cas d'usage. Donc, vraiment, KPI, report, tableau de bord.
L'autre solution disponible que j'ai pu évoquer, donc c'est celle qui consiste à construire une espèce de surensemble de data warehouse dans le cloud. Appelons ça comme ça. Là aussi, j'ai cité quelques noms. Encore une fois, c'est pas pour vous vendre quoi que ce soit, c'est pour simplement raccrocher des produits dont vous avez certainement entendu parler, bien évidemment, au concept que je suis en train de développer. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit finalement de recréer. Alors, c'est là qu'on voit qu'on est bien dans le compromis entre centralisé et décentralisé. C'est-à-dire qu'on est décentralisé, mais on essaie de recréer une vue centralisée. Et donc, ce que proposent ces solutions-là, ce qu'on fait par exemple, c'est dans le cloud, de reconstruire justement une sorte de data warehouse, donc quelque chose de plutôt centralisé qui va permettre de croiser des données et qui est alimenté par les différents environnements qui sont en dessous, d'autres clouds, dans les data centers des entreprises, et qui vont permettre et qui va fournir en plus non seulement le stockage, mais des outils de processing de ces données pour en tirer de la valeur, en tirer des résultats, en tirer des KPI ou autres. Donc, vraiment une notion de plateforme de données dans le cloud en général avec une vue centralisée. Là, on a affaire à quelque chose qui est donc potentiellement, on est une solution qui est largement, enfin, en tout cas au plan conceptuel, équipée pour répondre à un problème tel que je vous l'évoque depuis le début. On est encore très au début de la mise en place de ces solutions, mais qui avance sur ce concept-là. Le problème la question qui est pointée, j'aurai l'occasion d'y revenir plus jeune, dans ces modèles-là, c'est la question de l'alimentation en données de la plateforme. On voit bien on imagine bien, dès qu'on décrit la solution, qu'on va avoir un flux important d'alimentation de données vers cette plateforme. Et je dirais même un risque de mouvement permanent, parce que la donnée est vivante. Et donc, une fois que la donnée est dans la plateforme, elle ne va pas rester avec ces valeurs-là, cette forme-là éternellement, et elle vit, elle bouge. Et donc, on sent bien qu'il y a une nécessité à la fois d'alimenter la plateforme, mais de la maintenir à jour. Et donc, on a un risque potentiel de mouvement extrêmement important. Outre le fait qu'on paye le prix de la création de données, parce que la donnée, chez vous, dans vos clouds publics, vous avez choisi, mais du coup, vous l'avez une deuxième fois. Mais on va payer aussi le prix de la maintien à jour, du maintien en fraîcheur de ces données-là. Et ce prix, aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour savoir ce qu'il est. On commence à avoir des retours, mais il va être important, et je redire en conclusion, de valider ce modèle-là, encore une fois, en termes de viabilité et technique et économique. Dit autrement, on a l'intuition que, comme tout à l'heure, toutes ces solutions-là sont assez bien adaptées au monde de l'analytics. On exploite la donnée, on la traite, on la fait parler, on fait des KPI, on fait des reports, on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans et de faire pour faire des services derrière. On n'est pas forcément encore, enfin, tout le monde l'a fait, en train d'adresser du fonctionnement transactionnel, opérationnel à grande échelle. C'est encore beaucoup trop tôt. Donc, sur l'analytics, il semble que ce soit une solution viable. Au-delà, ça reste à démontrer. Voilà, bon, j'avais un peu anticipé sur le slide suivant. Donc, c'est à peu près ce que je viens de vous dire, à savoir qu'aujourd'hui, toutes ces solutions sont, semble-t-il, assez bien designées pour l'analytics. La démonstration reste à faire sur un domaine opérationnel plus large, en termes de viabilité technique, mais aussi en termes de viabilité économique, parce que vous comprenez bien, et vous savez comment marchent les modèles du cloud. En général, la donnée qui rentre gratuitement, mais quand elle sort, donc plus les flux, ces environnements sont importants, plus il y a un risque de dérive, de coûts importants liés au flux de données, liés au volume, pas tellement au volume de stockage, mais vraiment au flux de données. Donc non seulement il faut vérifier que techniquement ça marche quand on a de la latence, quand on a des data centers sources qui sont l'un aux États-Unis, l'autre en Europe et le troisième ailleurs, en Asie. Ça, c'est la question de la latence.
Mais il y a aussi la question de la viabilité économique, c'est-à-dire que tout ça peut marcher techniquement, mais peut s'effondrer d'un point de vue économique parce que les coûts seraient insupportables. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail aujourd'hui des solutions techniques, c'est pas l'objet, c'est juste pour montrer un peu ce qui est à disposition, ce qui existe. Et encore une fois, ces solutions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En somme, là d'où je viens, on a mis en place des solutions de type virtualisation pour des besoins de tableau de bord de vente, en l'occurrence, ce que je voulais citer. Mais on est en train de mettre en place, et ils sont en train de mettre en place, data mesh basé sur l'une des solutions que j'ai évoquées, je ne dis pas laquelle, pour répondre à des besoins plus larges et vraiment arriver à donner cette vue consolidée. Donc, ce que je dirais en conclusion, c'est que, on l'a déjà dit au moment de la cause, c'est qu'on a à la fois un besoin de décentralisation de la donnée qui est lié à des besoins business ou des besoins d'organisation des sociétés, etc., qui font que le modèle centralisé avec un big data unique au milieu ne tient plus. Mais on a aussi un mouvement qui est induit par le move to cloud que font les entreprises. Ce move to cloud, encore une fois, il n'est pas fait parce que les informaticiens aiment bien le cloud et ça leur fait plaisir. Il est fait parce que les métiers, ils trouvent des fonctions et des solutions dont ils ont besoin. Dont ils ont besoin. Souvent, c'est ça qui est à l'origine du move to cloud. Les métiers cherchent et trouvent, puis elles sont démarchées largement pour ça, des solutions qui leur conviennent. Et donc, ce move to cloud, il nous entraîne de facto vers un monde décentralisé. Donc, le jeu, il est à la fois, c'est la poule et l'os du début, il est à la fois de construire ce monde décentralisé, mais aussi de le prendre en compte quand on l'a un peu subi avec le move to cloud. Donc, de construire ce monde, cette vue unifiée. On a devant nous le besoin et l'opportunité de construire un nouveau modèle d'architecture plus ouvert, plus décentralisé que le précédent, qui répond mieux à ces nouveaux besoins de démocratisation de la donnée, comme je veux dire, mais qui va essayer de prendre en compte et de tirer bénéfice, évidemment, de tout ce qui a été mis en place auparavant. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre à la poubelle les plateformes data qu'on a pu construire. Elles vont faire partie du jeu et simplement, elles vont avoir à étendre leur champ de jeu à différents environnements et plus uniquement à un seul qui était bien centralisé par notre data center. Deuxième chose et dernière chose qu'il faut retenir, c'est que tout ça est très nouveau. Donc, on a peu de recul encore, en particulier sur les aspects faisabilité technique et sur les aspects coûts, et qu'il y aura sans doute des évolutions et des ajustements dans les années à venir qui vont faire évoluer encore ce paysage. Donc, on pourra se reparler dans un an et on ne dira pas forcément la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, donc pour finir vraiment, et cette fois-ci en termes de les grands jalons, c'est un peu pense-bête, au final, les grands jalons de la mise en place d'un data mesh, ça commence encore une fois par la data, par la conception, la définition de ces domaines de données, la mise en place, autant que faire se peut, d'un catalogue de données qui améliore la connaissance de la donnée et qui sait où elle est et comment je l'utilise, la construction d'une architecture cible avec des plateformes cibles qui permettent de traiter cette donnée décentralisée. Bien évidemment, une gouvernance, elle aussi, centralisée d'un moins décentralisé. Et puis ensuite, ensuite, tout ça, c'est parallèle, mais identifier les bonnes technologies qui sont celles dont on a besoin, encore une fois, qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Il faut vraiment choisir celles dont on a besoin. Très important, et ça, j'y attache beaucoup d'importance, si on veut pas rester dans le pur concept, il faut vraiment valider à l'échelle, en particulier pour les grandes entreprises, les grands groupes, valider à l'échelle les technologies, parce que, je le dis depuis très longtemps, à une petite échelle, toutes les solutions marchent. À grande échelle, il n'y en a aucune qui va de soi. Donc, il est vraiment très important de tester à l'échelle les différentes solutions. Et on n'en est pas encore forcément là sur les aspects warehouse dans le cloud, lakehouse. Et puis, encore plus important, valider les modèles économiques parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, les entreprises, quand elles mettent 1 euro dans son IT, elles espèrent bien un retour sur investissement, sinon on ne mettra pas l'euro en question. Et donc, si tout ça s'effondre parce qu'on a affaire à des cours rédhibitoires, on aura fait un beau modèle, mais qui ne sera jamais viable au plan économique. C'est important d'avoir la validation économique également, surtout, encore une fois, qu'au niveau du cloud, on peut certaines fois avoir des surprises liées au flux de données importants qui transitent. Et puis, je crois qu'il y a un dernier mot. Voilà. Faites attention, c'est une redite, faites bien attention à la cohérence. Pas perdre la cohérence des données. C'est très facile quand on est dans le cloud et que les distribués de ne pas voir les nouvelles données qui se créent dans le cloud, de ne pas savoir qu'elles existent, passer à côté, d'avoir une perte de cohérence. Ayez bien à l'esprit ces questions de performance technique
pour tous les types d'usages, pas uniquement l'analytics. Ayez bien à cœur de garder le coût sous contrôle et puis de mettre en place cette gouvernance fédérale, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont décentralisées au niveau des domaines, mais on a une vue centralisée de tout ça. Voilà. Bon, merci pour votre attention. J'espère, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on se reparlera dans quelques mois et on ne dira pas forcément la même chose, mais je vous donne un peu l'état des lieux avec une vue, encore une fois, qui est plutôt une vue architecturale des choses. Voilà. Top. Partage. Merci beaucoup, Noël, pour ça. On va prendre trois questions qu'on a. Je vais laisser respirer un petit peu. Très bien. Il y a plusieurs questions qu'on voit, on va pouvoir les traiter. Moi, j'avais une question, c'était, on travaille avec deux types de clients, des clients qui sont plutôt des grands groupes, type Stellantis, qui ont mis en place un data lake généralement en 2017-2018, et même un petit peu avant. 2013. Pour vous, ok. Moi, je voyais un petit peu plus tard, mais voilà, 2013-2014, on travaille aussi avec des ETI qui commencent, on va dire, des grands programmes data. Est-ce que pour toi, le data lake centralisé, gros big data qui regroupe tout, ça doit être un must-have pour aller vers le data mesh, ou quelqu'un qui est au début de l'initiative peut déjà avoir une approche data mesh très décentralisée? Qu'est-ce que tu en vois? Je dirais pas que pour quelqu'un qui arrive, je dirais pas que le chemin, c'est de refaire le chemin qu'on fait, ce qui était là précédemment. D'accord. Ce qui était fait précédemment, encore une fois, ça correspondait, c'était vraiment la réponse qu'on avait à ce moment-là à ce besoin de croiser des données d'origine différente. C'était de les mettre ensemble, créer ce gros pot de données. Le mouvement vers le cloud est venu un peu casser tout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut partir d'emblée sur un modèle qui a toutes les chances d'être décentralisé. Pour illustrer, je vous disais qu'il y a 2-3 jours, je discutais avec une entreprise, enfin c'est un service public en l'occurrence, qui est très avancé dans le data mesh, mais qui a un business qui est encore très centralisé. Et puis un problème de sensibilité des données qui font que pour l'instant, ils ne sont pas trop dans le cloud. Mais ils ont aujourd'hui encore la chance de pouvoir construire quelque chose qui est décentralisé au niveau des métiers et qui est centralisé au camp de la plateforme. Ils savent, et la roadmap qu'ils sont en train de construire en horizon 2025, ils savent que de toute façon, ce chemin vers le cloud, il est inéluctable. Parce qu'il y a des directives au niveau de l'État, puisque c'est un service public qui pousse dans ce sens-là, et puisque, encore une fois, le cloud apporte quand même une richesse fonctionnelle et une richesse de fonctions IT que les entreprises aujourd'hui n'ont plus. Donc, de toute façon, ce mouvement, il est inéluctable. Donc, même cette entreprise-là, qui aujourd'hui a la chance d'avoir encore une vue assez centralisée en termes de temps, sait que son horizon à 3 ans, c'est d'être décentralisé. Quelqu'un qui arrive, il dirait, à fortiori, il faut qu'il parte d'emblée sur un chose décentralisé, même si la première implémentation, elle va se jouer en un seul endroit. Mais au moins, qu'il y ait une conception qui permette d'emblée d'étendre, dès qu'il y a un cadre qui va arriver, dès qu'il y a un nouvel environnement qui va arriver, de pouvoir étendre sans avoir à casser l'architecture vers quelque chose de décentralisé. On a une question deux questions de Patrick. On a vu la chute des coûts du stockage et la nécessité de ne pas induire un risque sur les performances applicatives. Donc je vais te la montrer. Comme ça va être plus de fait. Donc je la lis pour tous. Vu la chute des coûts du stockage et la nécessité de ne pas induire un risque sur les performances applicatives, la réplication des données fait-elle partie des options techniques en termes d'architecture à mettre en place avec des enjeux sur la synchronisation des données? Alors, bon, le premier élément de réponse, y compris avec de la donnée persistante et la gestion de cache de données en fonction des données. Oui, là, par exemple, dans les solutions de virtualisation que j'évoquais, la notion de cache est très, très développée parce que justement, on ne va pas aller chercher la donnée source chaque fois qu'on est sollicité, on va aller chercher, ça va changer de zone. Donc, ces outils sont assez bien équipés, effectivement, pour ce genre de choses. Non, la première chose que je pense qu'il faut dire, et qu'on a introduit assez tôt, dans ces solutions de type Data Warehouse, c'est que la réplication, il n'y a pas de mystère. La réplication, c'est quand même le prix à payer d'une certaine manière pour que ce système-là soit viable. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'avoir des données sources qui sont réparties partout dans le monde et puis qu'on aille les chercher. Enfin, je suis en train de vous dire que la solution basée sur les moyens de transport, je ne sais pas celle à laquelle je crois plus. Mais on ne peut pas imaginer un système avec ces données décentralisées qui puisse être viable sans un minimum de réplication de données, c'est-à-dire sans quand même ramener à un endroit commun les données, pas toutes, mais au moins les données qui ont besoin d'être processées ensemble.
c'est certain que, pour vous reprendre des exemples que je disais tout à l'heure, des données de production, il y a vraiment peu de chances qu'on ait envie de les croiser un jour avec des données RH. Donc là, on ne prend pas dans le risque en mettant ça au même endroit. Mais vous avez tout à l'heure un exemple qu'on n'imaginait pas il y a quelques temps, mais RH et après-vente, fabrication et après-vente, maintenant, ça peut se parler. Donc, aujourd'hui, dans l'état actuel de l'art, je pense qu'on a encore besoin de rapprocher ces données-là et donc de se payer le prix d'une certaine réplication. Les Snowflake et autres Google, aujourd'hui, fonctionnent quand même sur cette base-là. Donc, le stockage, effectivement, les coûts de stockage sont vraisemblablement aujourd'hui supportables, alors que là, on a affaire à des très grosses volumétries quand même. Mais le point de vigilance, à mon avis, il est sur les coûts sur les flux, sur le transport. Surtout que quand on pense aux modèles, vous connaissez les modèles cloud, pour vous attirer chez eux, les données entrantes sont gros, les flux entrants sont gros gratuits, les flux sortants sont vite chers. Voilà. Donc quand je parle de validation économique, c'est pas tellement au coût de stockage que je pense, parce que les coûts de stockage de meilleur d'une autre, en interne ou en externe, on va les supporter. Et en revanche, ces flux qui sont nés à une nécessité, je pense qu'aujourd'hui, la réplication, encore une fois, est nécessaire parce que ce système ne sera pas viable sans ça à l'instant T aujourd'hui. Il faut faire attention qu'en termes de coût de transport de données, on ne soit pas confronté à quelque chose qui soit réglé. Je comprends. Et on va prendre une dernière question qui nous vient de Red. C'est, selon toi, qui doit porter cet enjeu data mesh dans l'organisation? Donc, c'est un délire. Alors, les organisations ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui ont un pôle data avec un chief data officer, direction data, mais dans certains cas très présente à côté de la direction de la direction informatique. Donc, quand il y en a une, c'est évident que c'est d'abord son business à elle. Il peut se faire, je l'ai rencontré aussi, que l'IT qui a déjà, elle, rencontré les limites d'un monde centralisé, rencontré les limites de quelques sachants qui font vivre tout ce modèle alors que les besoins ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes, et donc qui ne peut plus faire face et qui a tendance à vouloir ramener vers les métiers cette gestion-là. Le risque, c'est d'apparaître, quand on a affaire à ça, c'est quand on est l'IT, c'est d'apparaître vraiment, je suis sur la défensive. C'est-à-dire, il y a des trucs que j'arrive plus à faire, donc je vais les refiler au métier. Si on fait ça, on est dans une position qui n'est pas très favorable et on aura du mal à avoir l'adhésion des métiers qui va dire, comme d'habitude, l'IT, ils veulent tout faire, mais en fait, ils n'y arrivent pas et après, ils passent le truc. Non, au début, on a vu, on a des besoins business. Ces besoins de traiter la donnée, c'est d'abord des besoins business pour créer des nouveaux services, des nouveaux métiers. C'est important que les entités data, quand il y en a dans l'entreprise, ce soit elles qui soient les maîtrises d'œuvre de la mise en place de data mesh. Bien évidemment, comme derrière, il y a de la technologie, et tout ça ne marche qu'avec de la technologie, l'IT doit être, à mon sens, étroitement associé. Et là aussi, il y a un challenge, il y a un enjeu d'existence pour la DSI. Parce que si elle ne veut pas simplement être ramenée au rang de celle qui met la tuyauterie, qui, en gros, les parties nobles, le traitement de la donnée, la création de valeur avec la donnée, c'est les entités data, c'est les business lines, tout ce qui brille, etc. Et puis l'IT, c'est elle qui met les tuyaux, c'est elle qui amène la donnée, et elle ne fait que, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal, parce que assurer l'existence, la propreté, la cohérence de la donnée, c'est quand même pas rien. Mais si elle est ramenée dans un rôle qui n'est qu'un rôle de tuyauterie, je pense comme ça de manière provocante, elle ne va pas non plus forcément y trouver fond commun. Donc c'est forcément un travail conjoint, mais dans les entités data sont, à mon sens, celles qui doivent vraiment porter ce projet. Sont les entités data quand il y en a. Quand il n'y en a pas, c'est souvent l'IT qui fait office d'eux. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se tromper. On porte ces besoins-là parce qu'ils sont des besoins d'utilisation de la donnée et des besoins de métier à la base. Une fois, on ne fait pas tout ça pour faire de la technologie, même si on aime bien faire de la technologie, tout ça, c'est passionnant et c'est intéressant. Mais voilà. C'est intéressant. Toi, tu recommandes, si quand il y a un chief data officer ou que ça soit lui qui... Oui, souvent, il s'intéresse. Il ne m'a pas attendu parce qu'il a compris que c'était ce qu'on attendait de lui. Et souvent, ce qui est, les petits réglages sont entre ces directions-là et les directions IT pour que chacun sache ce qu'il a à faire, mais sachant que c'est quand même un travail conjoint et nécessairement, parce que derrière tout ça, il y a de la technologie et sans la technologie, ça reste un concept. Ouais, très bien. Juste c'est vrai qu'elle est intéressante la question de Patrick. Plutôt que de parler de data mesh, doit-on parler de data virtualisation? Non, ça, je limite ça.
Moi, je suis pas à cheval sur les je suis pas à cheval sur les termes et sur les concepts. Je parle de data mesh parce que ça me comme ça. Et je vous l'ai dit, tout le monde met pas la même chose derrière. Virtualisation, ça fait quand même allusion à quelque chose de très précis, qui est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure avec des solutions. On a des modos qui se fondent vraiment sur, voilà, je décris une couche complètement de métadonnées, et puis ensuite j'ajoute les données sources. C'est quand même quelque chose d'assez précis au plan de la solution technique, et j'ai peur que si on parle de data virtualisation, On pense à la technique. on pense à ça uniquement, et l'aspect des pictures, l'aspect data lake dans le cloud, etc. Parce que là, la data virtualisation au sens des nodos type comp, les données sources restent là où elles sont. Il n'y a pas de stockage. On n'a qu'un modèle, on n'a qu'une vue. Enfin, on a créé une vue, voilà, une vue entre les deux, entre les consommateurs et les données sources, mais on n'a qu'une vue. Il n'y a pas de stockage. Donc j'ai peur qu'en parlant de data virtualisation, on focalise sur cette vision des choses qui n'est qu'une vision des choses, qui est une des solutions, encore une fois, parmi d'autres possibles. Et donc je préfère qu'on reste sur data mesh, même si effectivement il y a toute l'ambiguïté d'un terme un peu nouveau. Je pense que la question a été justement posée avant qu'on ait la slide. Non, mais c'est une bonne question. Mais écoutez, après, moi, encore une fois, je suis pragmatique, je ne suis pas seul sur les mots. C'est important ce qui se fait, c'est pas ce qui se dit. Exactement. Merci beaucoup, Noël. Pour conclure, nous, dans notre modèle Hub Advisor, à tous nos participants, si vous voulez creuser ces aspects-là, aller plus dans la personnalisation, recueillir du feedback directement de la part de Noël, c'est quelque chose qu'on peut organiser. Le modèle Hub Advisor, ça consiste aussi à organiser ce qu'on va appeler des consultations one-to-one avec vous et certains de nos intervenants, comme Noël. D'ailleurs, toi, tu peux nous dire... Voilà, je trouve que c'est un excellent... On l'a un peu dit en introduction, c'est un excellent modèle, c'est le modèle dans lequel je me reconnais parce qu'il est basé sur, encore une fois, pour ça la vraie vie, c'est-à-dire ce qui se fait et pas ce qui se dit, c'est-à-dire l'échange, le partage d'expériences entre vous et moi, etc., entre en tout cas les utilisateurs, pour vraiment parler de ce qui se fait en termes de solutions, de difficultés, de vie réelle de là où on en est. Je pense que le modèle de d'ailleurs permet exactement ça. Donc c'est pour ça que je suis je le trouve très bien et je suis prêt à y collaborer effectivement pour aller plus loin avec certains d'entre vous si vous le souhaitez sur ce genre de sujet. Cette fois-ci, on rentre un peu plus en détail, mais le modèle me paraît le bon modèle parce que ce qui est important, c'est encore une fois, c'est pas les concepts, c'est la réalité, c'est ce qui se fait avec ce qui marche pas encore, pas du tout. C'est bien. Merci beaucoup Noël, merci à tous nos participants. Vous êtes inspiration et merci de votre écoute. On te souhaite une excellente journée. On te souhaite une excellente journée à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.